bienvenue dans l'interview de l'hémicycle avec Valérie Masson-Cavanac, vice-présidente de Capgemini, en charge notamment des Women at Capgemini, de ce réseau interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau et de combien de personnes est-il formé, depuis quand il existe? Alors c'est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans, 2012, pour justement faire progresser la parité dans l'entreprise. C'est un réseau qui repose sur la bonne volonté des employés de le rejoindre, réseau communautaire. On se définit comme un do tank, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler, on est là pour faire, pour être un laboratoire d'idées, d'incubation de projets et qui sont ensuite repris et mis à l'échelle par l'entreprise quand on pense que ça fait bouger les lignes. Alors du coup, 10 ans plus tard, un peu plus, quel est le bilan un peu de cet effort qui a été réalisé en interne Alors, il y a et un bilan quantitatif et un bilan qualitatif. Sur le plan quantitatif, on a augmenté de 6 points la part des femmes dans l'entreprise. On est passé de 24 à 30% en 10 ans. À tous les niveaux. Exactement, à tous les niveaux. Aujourd'hui, en 2023, on est 31,1% de femmes chez Capgemini France. Et sur le plan plus qualitatif, on a tout un programme d'accompagnement justement des femmes et aussi des leaders hommes pour faire progresser cette parité, que ce soit des formations, des web events, des conférences pour faire venir au centre de nos discussions ces sujets, des programmes de mentorat également, beaucoup de choses sur le plan qualitatif et l'ouverture d'une nouvelle décade qui va nous amener encore pas mal de nouveaux projets. Alors vous êtes aussi dans un cabinet de conseil, vous conseillez évidemment d'autres entreprises qui elles-mêmes sont contraintes ou en tout cas intéressées ou mobilisées s'engagent aussi sur ces sujets. Est-ce que vous diriez que les entreprises aujourd'hui sont talantes parce qu'elles y sont contraintes ou parce qu'elles trouvent que c'est évidemment, elles n'ont pas le choix, mais elles aussi parce qu'elles ont envie de s'engager pour davantage de parité, davantage d'égalité entre les hommes et les femmes? Alors dans le métier qu'on fait de conseil effectivement aux grandes entreprises qu'on assiste, c'est évidemment le législatif et la loi Rixin et avant Copé-Zimmermann donnent le là et contraint notre système. Mais en fait, le sujet est ailleurs. Pourquoi se passer de 50% de l'humanité et des compétences alors qu'on est tous sur des marchés qui sont des marchés où on se fait la guerre pour recruter les talents. Donc c'est aussi ouvrir un pan entier de compétences supplémentaires, au-delà du fait qu'on est tous convaincus que ce soit de cette mixité-là ou celle du parcours académique ou celle des origines, c'est aussi la meilleure façon d'innover. Ah oui. Et alors en matière de RSE, puisque les entreprises ont des responsabilités importantes, vous diriez, où en êtes-vous en matière de transition, toutes ces transitions qui sont aujourd'hui à l'œuvre pour, évidemment, face au réchauffement climatique, face à toutes les transitions nécessaires aux entreprises, puisque, évidemment, la parité, davantage de femmes, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et maintenant, vous êtes confrontés aussi à d'autres besoins. Bien sûr, dans le mot sustainability et direction RSE, la diversité de genre est un sujet qu'on adresse, mais ce n'est pas toutes les diversités. Diversité intergénérationnelle, diversité d'origine raciale, diversité d'orientation sexuelle également, qui fait partie de nos diversités, le handicap bien évidemment. Et puis oui, on a également un axe très important tant dans notre transformation interne que pour nos clients, que de les faire progresser, aussi drivé par tout l'arsenal de reports ESG liés à la COP21, mais aussi par le fait qu'il faut qu'on change tous collectivement. Nous, notre rôle, c'est aussi d'accompagner nos clients dans ces transformations qui passent par des transformations organisationnelles, mais aussi des transformations liées à la climate tech, comme on dit, beaucoup de technologies liées à cela pour nous aider à nous sortir du gué sur ces sujets de sustainability. D'une manière générale, la responsabilité aujourd'hui des entreprises est devenue fondamentale. D'ailleurs, les Français, souvent, quand on les interroge, considèrent que les entreprises sont devenues un acteur important et sans doute et plutôt plus crédible, davantage crédible que les politiques, par exemple, qui engagent des politiques publiques. Quelle est votre expérience par rapport à ce mouvement vers davantage de responsabilité, davantage de crédibilité dans la parole des entreprises? Alors c'est clair que moi je suis depuis 30 ans dans cette industrie, j'ai vu les choses bouger, mais je pense que on doit tous s'y mettre en fait. Et aujourd'hui, être aux assises de la parité, c'est complètement exemplaire de cela, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur est représenté, la chose publique est représentée, les entreprises, les réseaux de femmes qui les entourent par exemple. Pour moi c'est un effort vraiment collectif. On a par exemple nous un souci qui est le vivier du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Si la chose publique ne s'empare pas de ce sujet avec notre aide, on va dans les écoles, on va dans les collèges, on va dans
entre guillemets, développer l'attractivité de nos métiers scientifiques, techniques, de la tech, comme on dit. Alors voilà, mais oui, l'entreprise aujourd'hui prend sa part, absolument. Et oui, je crois qu'on fait des choses extrêmement concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement développer davantage la féminisation des métiers du numérique, qui sont les métiers de demain? Absolument, et d'aujourd'hui déjà. La technologie est partout, elle est dans votre téléphone, dans votre voiture, demain dans votre frigo. Elle sera demain dans les enjeux de la transformation digitale. Ce qu'il faut faire sans doute, c'est venir très tôt. En fait, au départ, on allait dans les écoles d'ingénieurs et puis dans les universités, puis dans les lycées. On s'aperçoit que le changement s'effectue au collège. C'est-à-dire que c'est là où notre système s'applique à des jeunes gens qui ont entre 10 et 14 ans, et tout ce qui n'est pas dans la norme, tout ce qui... voilà, et là, les biais de genre s'installent. Pour parler que de cela, mais tous les biais s'installent en fait. Donc il est essentiel d'aller parler à ces jeunes gens et de leur raconter des histoires qu'ils comprennent. Il y a de plus en plus de jeux autour du code, autour des métiers du code, etc. pour vraiment les attirer dans nos métiers de la tech, que ce soit les hommes ou les femmes, puisque on est drastiquement en manque de collaborateurs là-dessus. Et parlons un peu de vous. Vous-même, vous avez été sensibilisé à ces sujets plus jeunes. Dans votre parcours professionnel, votre parcours de vie, qu'est-ce qui a fait que vous occupez aujourd'hui les fonctions qui sont les vôtres? Alors, on est rarement dans nos métiers par vocation, effectivement. On peut être médecin par vocation. Travailler dans le monde du conseil et du service informatique, c'est pas une vocation. Par contre, moi, ça fait 30 ans que j'y travaille. Et ce qui est assez extraordinaire, c'était entre ce qu'on faisait dans les années 90 et ce qu'on fait aujourd'hui, qui aurait dit qu'une partie de ce que je fais va aider à sauver la planète. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, ce qui a, je dirais, généré mon intérêt, c'est sans doute mon intérêt au départ pour la technologie, une vraie passion pour cela, même si j'ai fait une école de commerce, mais il y avait un contenu technologique important. Et puis, de plus en plus, effectivement, je suis arrivée à des fonctions à responsabilité. Et il n'y a pas de hasard. À un moment donné, on m'a proposé d'être le sponsor de cette initiative Women at Capgemini, qui est pour moi une façon de faire changer l'entreprise, d'être un instrument de changement, une voix qui porte dans l'entreprise et qui, je pense, prépare justement un nouveau leadership pour accueillir les fameuses générations Z qui arrivent avec un cahier des charges bien différent. Oui, oui, et puis qui sont en demande. Très très forte d'ailleurs sur ces sujets. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement ces jeunes talents que vous recrutez ou que vous cherchez à recruter dans leur rapport au travail? Est-il différent peut-être de la génération d'avant ou il y a encore quelques années même d'ailleurs? Alors déjà, ils arrivent dans un monde où il y a moins de chômage que quand vous et moi nous sommes rentrés sur le marché du travail. Ils ont donc le choix. Et ils arrivent avec un cahier des charges effectivement de pouvoir avoir une balance entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle qui est bonne, d'avoir des entreprises inclusives, d'avoir des entreprises qui justement contribuent à faire de leur avenir un futur meilleur. On parle de positive future chez Capgemini, et que ce ne soit pas seulement des mots. Ils ont, comme je dis, un radar. Ils sont livrés avec un radar à reconnaître le social washing, le greenwashing, le social washing, gender washing, etc. Donc ce qu'ils attendent de nous, c'est des actes. Et je pense que voilà, humblement, c'est ce qu'on essaie de faire à notre mesure, bien sûr. Eh bien, Valérie Masseron-Camenac, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.